57 jours. 57 jours que le détroit d'Ormuz est fermé. Pas de porte-avions américain coulé, pas de raffinerie saoudienne en ruine. Aucun missile iranien n'a frappé le territoire américain depuis le 4 mars. Et pourtant, le pétrodollar saigne. Pas en images spectaculaires. Il saigne dans des bureaux climatisés à Londres, dans des salles de marché à Singapour, dans des banques centrales qui valident en silence des transactions hors dollar. Quand un système financier de 52 ans s'effondre, il ne tombe pas avec fracas. Il s'évapore, cargo par cargo, police d'assurance par police d'assurance. Et pour la première fois depuis 1974, ce qui se passe à Ormuz pose une question impensable il y a 6 mois. Le pétrodollar peut-il survivre à un blocus financier? Pas militaire, financier. Vous allez voir comment 57 jours sans missiles ont fait plus de dégâts au système dollar que 52 ans de menaces géopolitiques. Voici comment ça marche dans la réalité. Le détroit n'est pas fermé physiquement. Aucune chaîne ne barre le passage. Ce qui ferme Ormuz, c'est un comité, le Joint War Committee de la Lloyd's de Londres. 7 hommes, une salle de réunion à la City et un tampon administratif qui transforme une zone de mer en zone de guerre. Quand cette classification tombe, la chaîne se déclenche en 48 heures. Les primes de guerre passent de 0,25% à 1,5% de la valeur du navire. Pour un supertanker à 100 millions de dollars, cela fait 1,5 million de dollars en plus, juste pour l'assurance. Les P&I Clubs, qui couvrent la responsabilité civile, peuvent refuser la couverture entièrement. Et sans assurance P&I, aucun port au monde n'accepte votre navire. Les armateurs invoquent alors la clause Conwar Time et jettent l'ancre devant le détroit. Avant le 4 mars, 129 navires traversaient Ormuz chaque jour. Ces dernières semaines, 4. Et tout ça sans qu'un seul missile occidental soit tiré sur le détroit. C'est ce que j'appelle le blocus avant le blocus. Le détroit est physiquement ouvert. Commercialement, il est fermé. Au fait, tout ce que je viens de vous dire depuis le début de cette vidéo est documenté. Avec date, avec source, avec nom. Ce n'est pas mon opinion, c'est de la recherche. La recherche complète qui relie les schémas historiques avec ce qui se passe aujourd'hui et dans le lien en description. Mais bref, reprenons. La plupart des analyses se trompent dès la première phrase. Quand on parle d'Ormuz, on pense pétrole, une voie pour le brut, un point de blocage pour l'or noir. C'est minuscule comparé à la réalité. 21 millions de barils de pétrole et de produits raffinés traversent Ormuz chaque jour, 25% du commerce maritime mondial de pétrole. Voilà la partie connue. Mais regardez ce qui passe aussi par ce détroit. 112 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié en 2025, 20% du commerce mondial de GNL, 93% des exportations qatariennes, 96% des exportations émiriennes. Et il n'existe aucun pipeline de contournement pour cette quantité. 34% du commerce maritime mondial d'urée, le principal engrais azoté de la planète. Près de la moitié du commerce mondial de soufre, sans lequel on ne fait ni acide sulfurique, ni engrais phosphaté, ni transformation des minerais critiques. Un tiers de la production mondiale d'hélium, qui sort du complexe de Ras Laffan, au Qatar, l'hélium qui refroidit les machines des fonderies de semi-conducteurs à Taïwan, l'hélium des IRM dans les hôpitaux européens. 29% du gaz de pétrole liquéfié, 24% du nafta, 13% des produits chimiques en transport maritime. Et tout ça dans un couloir maritime de 3 km de large. Quand quelqu'un vous dit qu'Ormuz est un problème de pétrole, ce n'est pas qu'il a tort, c'est qu'il pense beaucoup trop petit. Le danger réel n'est pas que le monde manque d'essence. Le danger réel, c'est que le monde commence à manquer des molécules qui rendent la vie moderne possible. Et une fois qu'on voit Ormuz comme ça, on comprend quelque chose de terrifiant. Le détroit n'est pas une route d'énergie, c'est un point de pression sous toute la civilisation industrielle. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo, chaque chiffre, chaque date, chaque source, chaque mécanisme, est organisé dans un document de recherche que j'ai compilé depuis plusieurs années. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un livre numérique, c'est un dossier. Plus de 200 pages qui relient les cycles de collapse historique avec ce qui se passe maintenant. La fin du système Bretton Woods en 1971. L'accord pétrodollar Nixon-Kissinger de 1974. Les crises pétrolières, les guerres du Golfe. Et chaque fois que quelqu'un a essayé de vendre du pétrole hors dollar, Saddam Hussein, en 2000, vendu en euros, envahi en 2003. Muammar Kadhafi, en 2009, proposé un dinar hors panne africain, mort en 2011. Aujourd'hui, 13 pays commercialisent l'énergie hors dollar, et personne n'a été envahi. Pourquoi? Parce que le système a changé. Et la chronologie complète de ce changement, avec sources vérifiables et dates précises, est dans le dossier.
Pas de spéculation, de la documentation. J'ai construit ce document parce que j'en avais assez de voir des gens de notre âge perdre 30 ans de travail faute d'avoir vu le schéma à temps. Le lien est en description. Profitez en pendant qu'il est encore temps de lire avant le prochain événement. On continue. Une objection revient toujours quand on parle d'Ormuz. L'Arabie Saoudite a un pipeline de contournement, les Émirats aussi. Le système a des plans B, regardons les chiffres. Le pipeline pétrolier saoudien vers Yanbu, sur la mer Rouge, a une capacité étendue annoncée de 7 millions de barils par jour. Mais cette capacité n'a jamais été testée en flux soutenu, et environ 2 millions étaient déjà utilisés début 2026. Le pipeline ADECOP émirien vers Fujairah peut transporter 1,5 à 1,8 million de barils, avec une capacité libre de 400 à 700 000. La route nord-irakienne via la Turquie, 300 000 barils, avec des disputes politiques constantes. Total réaliste de contournement pour le brut, selon l'Agence internationale de l'énergie, 3 à 5,5 millions de barils par jour, face à un flux quotidien de 21 millions. C'est essayer de vider une piscine olympique avec un tuyau d'arrosage. Et aucun de ces pipelines ne transporte du GNL. Aucun ne transporte d'engrais. Aucun ne transporte d'hélium. Aucun ne transporte les conteneurs qui nourrissent les 50 millions d'habitants des pays du Golfe. Zéro contournement pour les engrais, zéro pour l'hélium, zéro pour les conteneurs, et même le brut qu'on peut rerouter affronte des problèmes secondaires. Yanbu se trouve sur la mer Rouge, là où les Houthis ont déjà perturbé le trafic. Fujairah est à portée des drones et missiles iraniens. Une déviation n'est utile que si la déviation elle-même est sécurisée. Une dernière chose, avant qu'on rentre dans le cœur du système dollar. Il y a deux types de personnes qui regardent cette vidéo. Celles qui vont la regarder, trouver ça intéressant, et oublier dès demain. Et celles qui vont ouvrir le lien en description, lire le dossier de recherche, et ne plus jamais regarder l'actualité économique de la même façon. Vous décidez, on continue. Maintenant, élargissons. Parce qu'Ormuz, ce n'est pas seulement de l'approvisionnement physique. C'est qui contrôle le système qui paie cet approvisionnement. En 1974, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont conclu l'un des accords informels les plus conséquents de l'histoire moderne. Le pétrole saoudien serait vendu en dollars américains. En contrepartie, les États-Unis garantiraient la sécurité du royaume. Et les revenus pétroliers seraient recyclés en bons du Trésor américain et en actifs financiers. Cet arrangement n'a pas seulement soutenu le dollar, il l'a rendu indispensable. Chaque pays qui avait besoin de pétrole avait d'abord besoin de dollars. Pendant 52 ans, ce système a tenu. Pas parce qu'il était juste, parce qu'il fonctionnait. La marine américaine maintenait les voies maritimes ouvertes. SWIFT, le correspondent banking, les marchés d'assurance londoniens traitaient les transactions. Tout le monde participait, parce que l'alternative, c'était l'exclusion. Mais une crise à Ormuz teste ce contrat à son fondement. Si la puissance navale occidentale ne peut plus garantir le flux physique d'énergie, la logique financière qui sous-tend le commerce pétrolier libellé en dollars s'affaiblit. Les pays n'abandonnent pas le dollar par idéologie. Ils l'abandonnent quand le système cesse de livrer ce qu'il promettait. Et voici ce qui se passe déjà, en silence, depuis plusieurs années. L'Arabie saoudite a rejoint le projet mBridge en juin 2024, en tant que membre à part entière. mBridge, c'est une plateforme de monnaie numérique, de banque centrale en gros, qui implique la Chine, Hong Kong, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et maintenant l'Arabie saoudite. Fin novembre 2025, mBridge avait traité plus de 4000 transactions transfrontalières pour un volume cumulé de 55,5 milliards de dollars, selon l'Atlantic Council. 95% de ce volume était libellé en yuan numérique chinois. En novembre 2025, les Émirats arabes unis ont exécuté leur premier paiement souverain en dirham numérique sur cette plateforme, avec la participation directe du gouverneur de la banque centrale chinoise et du vice-président émirien. Ce n'est pas de la spéculation crypto. Ce n'est pas du bitcoin pour millennials. C'est de l'infrastructure de banque centrale. De la compensation en gros entre institutions souveraines. Sur un registre distribué qui contourne entièrement les banques correspondantes américaines. Quand SWIFT est utilisé comme arme via les sanctions, quand l'assurance maritime est contrôlée par Londres et libellée en dollars, quand les règles de conformité sont imposées par les tribunaux américains, les pays sous pression n'attendent pas un remplacement parfait. Ils utilisent tout canal qui réduit leur dépendance. Swaps bilatéraux en yuan et roupie. Contrats énergétiques libellés en dirham, pilotes de finances commerciales sur blockchain dans le cadre des BRICS. Ormuz ne brise pas le système dollar. Ormuz force le monde à construire des alternatives plus vite que l'Occident ne peut les contrôler. Et une fois que ces alternatives existent et portent du volume réel, elles ne disparaissent pas quand la crise prend fin. Soyons précis, parce que la précision compte, le dollar n'est pas mort demain.
Selon les données du Fonds monétaire international, troisième trimestre 2025, le dollar représente environ 56,9% des réserves de change officielles mondiales. L'euro, 20,3%, le yen, 5,8%, la livre sterling, environ 5%, le yuan, 1,9%. Ce ne sont pas des chiffres qui suggèrent un effondrement imminent, mais ce sont des chiffres qui bougent, lentement, régulièrement, dans une seule direction. En 1999, le dollar pesait 71% des réserves mondiales. Aujourd'hui, 56, une perte de 15 points de pourcentage en 26 ans. Ce n'est pas un effondrement, c'est une érosion. Une crise à Hormuz n'est pas la fin du dollar. Elle normalise les alternatives. Et c'est précisément ce que les défenseurs du statu quo ne veulent pas que vous compreniez. Voyons maintenant qui paie le prix de cette transition. 84% du brut qui passe par Hormuz va vers l'Asie. 83% du GNL aussi. L'Asie est en première ligne de cette vulnérabilité. La Chine a 1,5 milliard de barils de réserves stratégiques au total et des pipelines terrestres venus de Russie. Elle a des amortisseurs. L'Inde a des réserves qui couvrent à peine 2 semaines, sans pipeline alternatif et sans marge. Le Japon et la Corée du Sud ont des réserves profondes, mais font face à des contraintes en hélium et en GNL que les réserves de pétrole ne peuvent pas adresser. Le Pakistan et le Bangladesh font face aux conséquences les plus immédiates. Des coupures électriques réelles, des arrêts d'usines, de l'instabilité sociale. Au Bangladesh, le gaz couvre 50% de la production électrique. Au Pakistan, 25%. Les deux pays importent presque 2 tiers de leur GNL via Hormuz. 3 milliards de personnes dépendent directement de ce détroit pour leur stabilité économique. Et voici où la crise change de catégorie. Elle cesse d'être une histoire d'énergie. Elle devient une histoire de nourriture. La chaîne est brutalement simple. Le gaz naturel est la matière première de l'ammoniac. L'ammoniac est la base de l'urée. L'urée est l'engrais azoté le plus utilisé sur la planète. Le soufre, sous-produit du raffinage du Golfe, est essentiel pour produire l'acide sulfurique, qui transforme la roche phosphatée en engrais. Sans ces intrants, les cultures ne poussent pas au rendement moderne. Les prix de l'urée ont déjà augmenté de 50% depuis le début de la crise, selon les dernières données disponibles fin mars. C'est la caractéristique la plus dangereuse de ce choc d'engrais. Il est différé. Les prix du pétrole montent aujourd'hui. Les prix alimentaires montent la saison prochaine. Et au moment où la connexion devient visible pour le grand public, le mal est déjà verrouillé. Un agriculteur au Brésil qui ne peut pas obtenir d'urée à un prix gérable réduit ses doses ou change de culture. Le Brésil, puissance agricole mondiale, importe une part massive de ses engrais des producteurs du Golfe. Un agriculteur en Inde, déjà serré par les coûts du diesel et dépendant de l'ammoniac du Golfe pour la production nationale d'engrais, réduit les cultures à forte demande azotée. Quelques mois plus tard, les rendements baissent. Quelques mois plus tard, les prix alimentaires mondiaux montent. Et quelques mois plus tard, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, dans des pays où les familles dépensent 60 à 70% de leurs revenus pour se nourrir, les conséquences politiques arrivent. Pas en cours de bourse, en émeute du pain. L'Europe ressent la crise différemment, mais pas moins durement. L'Europe découvre, encore une fois, que sa sécurité énergétique a toujours été empruntée. Pas directement au Golfe, les importations européennes de brut de cette région sont d'environ 4%. Mais au système de prix mondial qu'une crise à Hormuz fait détonner. Quand les acheteurs asiatiques se mettent à enchérir frénétiquement sur chaque cargaison de GNL et de brut disponible dans le monde, les consommateurs européens paient dans l'écart. Selon les estimations de l'AIE, les réserves européennes de carburant aviation tiennent environ 6 semaines en condition de blocus. Lufthansa a annulé 20 000 vols dans la perturbation actuelle. Ce n'est pas une statistique, c'est un continent cloué au sol. Les prix du gaz européen ont doublé en quelques jours, après la déclaration de force majeure de Qatar Energy le 4 mars, passant de 30 € le mégawattheure à plus de 60. Et les règlements, presque tous historiquement en dollars, commencent à se diversifier. L'Iran accepte déjà des paiements en crypto-monnaie et en yuan, l'Arabie saoudite expérimente via mBridge, l'Inde négocie des contrats énergétiques en roupies. La Russie facture le pétrole en yuan, en roupies, en dirhams. Imaginez quelle quantité de demande de dollars est concentrée dans un couloir de 3 km de large. Maintenant, imaginez que ce couloir se ferme et que les paiements trouvent un autre chemin. Ils ne reviennent pas tous quand le couloir se rouvre. Voici le paradoxe qui définit la position américaine. Les États-Unis importent environ 0,5 million de barils par jour via Hormuz, environ 7% des importations totales américaines. Directement, l'exposition est minimale. Les USA sont exportateurs nets d'énergie. Ils ont 409 à 413 millions de barils dans la réserve stratégique de pétrole.
Domestiquement, ils peuvent tout une survivre. Mais le pouvoir américain ne repose pas sur la consommation pétrolière américaine. Il repose sur le système global que l'infrastructure militaire, financière et institutionnelle américaine garantit. Et ce système passe par Hormuz, l'inflation. Les prix mondiaux du pétrole affectent l'essence, le diesel, les engrais américains, peu importe d'où vient la perturbation. La surextension militaire. La 5e flotte américaine est basée à Bahreïn, à l'intérieur du Golfe. Chaque groupe aéronaval déployé est un qui n'est pas disponible ailleurs. La pression des alliés. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Europe attendent des États-Unis qu'ils agissent. Si Washington ne peut pas ou ne veut pas rouvrir rapidement le détroit, la garantie de sécurité implicite qui sous-tend tout le système d'alliance et le statut de réserve du dollar commence à s'éroder. La crédibilité du dollar. Si les flux énergétiques ne sont pas garantis, les flux financiers cherchent des alternatives. Chaque transaction Enbridge, chaque contrat pétrolier libellé en yuan, chaque swap bilatéral est un petit vote de défiance envers le système que les États-Unis ont construit. Les États-Unis n'ont pas besoin d'Hormuz comme l'Asie en a besoin. Mais le pouvoir américain a besoin que le monde croie qu'Hormuz peut être maintenu ouvert. Et 57 jours plus tard, sans une seule frappe américaine décisive sur le détroit lui-même, ce monde commence à ne plus y croire. Le détroit d'Hormuz est habituellement décrit comme un point de blocage pétrolier. Cette description est dangereusement incomplète. C'est un point de blocage pour le pétrole, le gaz, les engrais, les produits chimiques, le soufre, l'hélium, l'assurance maritime, la stabilité industrielle asiatique, l'aviation européenne, la crédibilité américaine et l'architecture entière du système financier mondial libellé en dollars. Le risque n'est pas simplement que l'énergie devienne chère. Le risque, c'est que le monde découvre à quel point la mondialisation dépendait d'un seul passage qui restait ouvert. C'est pourquoi un seul détroit relie des assureurs à Londres, des centrales électriques à Karachi, des agriculteurs à Mogi das Cruz, des fonderies de puces à Hsinchu, des compagnies aériennes à Francfort, des stations-service dans l'Ohio, et l'avenir de la monnaie que vous tenez dans votre portefeuille. Pas avec des missiles, avec des polices d'assurance, avec des classifications de comités, avec des transactions Enbridge qui n'ont pas besoin du dollar. 57 jours, sans missiles décisifs. Et déjà, pour la première fois depuis 52 ans, on entend dans les ministères des Finances, dans les chancelleries et dans les conseils d'administration une question qui était impensable il y a 6 mois. Et si Hormuz ne se rouvrait pas comme avant? Et si la fin du pétrodollar n'avait pas besoin d'une guerre totale pour arriver? Et si elle se faisait, justement, sans missiles? Pour conclure, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité. Moins de 15% des personnes qui cliquent sur cette vidéo regardent jusqu'à ce moment. Cela signifie que vous prenez la chose au sérieux. Que vous n'êtes pas ici pour le divertissement. Vous êtes ici pour comprendre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose, dans ce que vous venez d'entendre, résonne avec ce que vous observez déjà depuis des mois. Les chiffres qui montent, les alliances qui se reconfigurent, les paiements qui contournent les canaux habituels, les engrais qui deviennent introuvables juste avant la saison des semis. Vous n'aviez sans doute pas le vocabulaire pour le décrire, mais vous le sentiez. Ce que 57 jours nous ont appris, c'est que les systèmes financiers ne s'effondrent pas en une nuit, dans un grand fracas. Ils s'érodent, lentement d'abord, puis brutalement. Une police d'assurance à la fois, un contrat libellé en yuan à la fois, une réserve stratégique vidée à la fois. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il était déjà trop tard, des années avant que la presse grand public n'en parle. Alors permettez-moi de faire ce qui a du sens. Le lien du dossier de recherche est en description, épinglé. C'est l'étape naturelle suivante pour celui qui veut aller au-delà de ce qui tient dans une vidéo. Plus de 200 pages, sources vérifiables, pas de spéculation. De la documentation, 7 jours de garantie. Si ce n'est pas ce que je vous ai promis, vous demandez le remboursement et personne ne pose de questions. Dans les semaines qui viennent, surveillez 3 indicateurs. Le volume cumulé de transactions sur Enbridge, qui devrait franchir les 60 milliards de dollars avant l'été. Les enchères asiatiques sur les cargaisons de gaz naturel liquéfié encore disponibles. Et les rapports trimestriels du Fonds monétaire international sur la composition des réserves de change. Ces 3 indicateurs vous diront, mieux que n'importe quel commentaire géopolitique, où va vraiment le pétrodollar. Si la part du dollar dans les réserves mondiales descend sous 55% au prochain rapport, ce n'est plus une érosion, c'est un changement de phase. Et ce changement de phase, contrairement à un effondrement bancaire ou à un krach boursier, ne reviendra pas en arrière. La question n'est pas de savoir si Hormuz va rouvrir. La question, c'est de savoir si le monde post-Hormuz ressemblera à celui d'avant. Et la réponse, à 57 jours d'écart, est de plus en plus claire. Non. 57 jours. Demain, ce sera 58.
Après-demain, 59. Et chacun de ces jours qui passent sans réouverture du détroit construit, brique par brique, transaction par transaction, réserve par réserve, le système financier qui viendra remplacer celui que nous connaissons depuis 52 ans. Que vous l'aimiez ou non, que vous y soyez préparé ou non, le monde post-pétrodollar n'est plus une hypothèse théorique. C'est un calendrier en mouvement. Merci d'être arrivé jusqu'ici. À demain, avec les derniers développements.